Bonjour à vous et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval, passionné d'éthique et intelligence artificielle. Cette semaine, co-animatrice, elle sait, elle aussi, ce que veut dire le mot plumitif. Oui, en effet. Je crois que je l'ai enseigné à quelques personnes. Ève Gaumont est là avec moi. Bon, c'est parce que je parlais de ça aussi avec David. Le terme plumitif, on a réfléchi longuement à ce terme, ce qu'il veut dire, comment faire un résumé, comment simplifier un langage. Voilà, on en a parlé au dernier épisode. Cet épisode d'IA Café, pour cet épisode, nous recevons, vous apprêtez à prendre un café, avec une autre force montante de la recherche en intelligence artificielle, Justine Dimard. Bonjour, Justine. Bonjour. Ça va bien, Justine? Ça va bien. Re-bienvenue sur le campus de l'Université Laval. C'est un peu plus compliqué ces temps-ci, se déplacer à l'université. Justine, son sujet de thèse, le bon et le mauvais côté de l'intelligence artificielle, ses effets sur les travailleurs et les équipes de travail. J'ai le bon titre, Justine? Ça a été un peu modifié. J'ai dû me concentrer uniquement sur les travailleurs et mettre de côté les équipes de travail dans le cadre de ma thèse, mais je poursuivrai ce volet-là après avoir terminé mon doctorat. Bon, alors, mais ça place quand même bien Oui. les thèmes, donc les bons et mauvais côtés de l'intelligence artificielle, c'est comme ça que je me suis inspiré pour la division de l'entrevue aujourd'hui, l'organisation de l'entrevue. Et bon, les effets sur les travailleurs, donc ça, c'est vraiment le champ, je dirais, qui est le tien, ressources humaines, les travailleurs. Exactement. C'est bien ça. Justine, comment on devient un chercheur comme toi en intelligence artificielle? Comment es-tu arrivé en IA? Comment as-tu fait le pont entre ton domaine de formation initiale et ultimement l'intelligence artificielle? C'est arrivé comment dans ta vie? C'est en fait jusqu'à ma maîtrise, j'étais vraiment spécialisée en ressources humaines. J'ai d'abord fait mes études en France, puis je suis venue terminer ma maîtrise ici à l'Université Laval. Et c'est pendant cette deuxième année finalement que j'ai rencontré ma directrice de thèse actuelle, Marie-Hélène Gilbert, qui m'a fait découvrir finalement la recherche. Je ne connaissais absolument pas la recherche avant d'atterrir ici, puis d'être justement dans cette maîtrise-là en développement des personnes et des organisations. C'est à quelle faculté, elle? À la faculté des sciences de l'administration. De l'administration, oui. Au département de management, plus précisément. Comment ça s'est passé? C'est que plus au niveau personnel, j'ai toujours été très enthousiaste justement par rapport aux technologies, aux nouvelles technologies. Et ça, c'est vraiment un intérêt qui est plus personnel. Mais finalement, en faisant le lien avec mes lectures sur les ressources humaines, je commençais à me rendre compte que cette technologie n'impactait plus juste notre vie personnelle, mais commençait à s'immiscer réellement et concrètement dans le monde du travail. Et c'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, en discussion avec plusieurs experts, chercheurs, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait tout un champ de recherche à développer qui ne l'était pas encore et qui pouvait faire le cœur d'un doctorat, en fait. Et je suis vraiment humble à ce niveau-là. Je m'occupe d'une seule toute petite partie de ce sujet-là. C'est vraiment très vaste. C'est en plein développement, en pleine ébullition. Donc, c'est certain que c'est comme ça que j'ai été amenée. C'est un mélange d'intérêts personnels et finalement professionnels qui sont entremêlés. Ça ressemble à ça, un doc. Hein? C'est souvent un mélange de tout ça. Il n'y a pas de parcours unidirectionnel. Là. Souvent, on arrive avec nos passions, puis tant qu'à faire un doc, puis passer 3, 4, 5 ans sur un sujet, aussi bien que ça nous passionne. Donc c'est ça, exactement. Ouais. Puis je pense que faire un doctorat pour faire un doctorat, c'est pas franchement l'objectif. C'est vraiment plus de se dire, OK, je vais faire des recherches, mais à quoi elles vont servir? Est-ce que ça va être concrètement utile? Du moins, c'est mon opinion. Et je voulais vraiment faire un doctorat sur quelque chose qui puisse apporter des nouvelles connaissances concrètes et utiles assez rapidement pour les entreprises et les travailleurs. Puis, t'en es où dans ton doctorat? J'en suis à ma dernière année. Ça a été un peu retardé avec la pandémie de cette année. Vous comprendrez que la collecte des données
a eu un petit délai, mais il y avait d'autres priorités, surtout qu'une partie de ma collecte se fait dans le réseau de la santé. Donc, c'était tout à fait normal. Donc, j'en suis à ma dernière année si tout se passe bien. C'est bien de préciser si tout se, tout se passe bien. Cette question-là, là, pour l'instant, elle ne t'énerve pas, là, où tu en es dans ton doctorat, mais si ça prend plus qu'un an, tu seras plus capable de tolérer cette question-là. Oui, non, mais à force, je pense quand on est doctorant, on commence à s'habituer puis à laisser couler ce type de questions quand on nous la pose. On a la réponse toute préparée, mais au fond de nous, on sait très bien qu'il y a un objectif et après, il y a la réalité. Oui, c'est ça. Puis les défis de la recherche dans ce monde-là, c'est quoi les difficultés, les enjeux d'avoir du financement, par exemple, pour une thèse comme ça qui est à mi-chemin entre quelque chose de très appliqué, très intelligence artificielle, science, puis là, sciences humaines, droit du travail, pas droit du travail, mais ressources humaines. Ça peut le toucher, en effet. Ce qui est très compliqué, en tout cas dans ma situation, c'est que moi, je suis française d'origine et de nationalité. Donc, je n'ai pas non plus accès à toutes les subventions puis toutes les bourses que des Canadiens ou Canadiennes puissent avoir. Malgré tout, j'ai quand même bénéficié, dans le cadre de mon doctorat, d'une bourse du Québec pour étudiants étrangers. Donc, je suis majoritairement subventionnée par ce biais-là. Et sinon, par le biais de ma directrice de thèse et d'autres professeurs avec qui je collabore, on arrive quand même à soumettre des demandes de subvention. Toutefois, c'est sûr qu'il faut vraiment faire une distinction entre toutes les recherches qui sont faites au niveau technique de l'intelligence artificielle. Ça, c'est extrêmement subventionné, surtout quand on produit et qu'on crée un produit. Il existe des subventions quasiment dans tous les secteurs d'activité. Dans tout ce qui est plus social, je dirais que c'est quand même beaucoup moins subventionné, mais je dirais qu'au Canada, on n'est quand même pas lésé par rapport à d'autres pays, en tout cas. C'est mon opinion. Mais ça devrait faciliter le fait de travailler, ne serait-ce que de mettre le terme intelligence artificielle dans ta demande de financement, ça devrait aider un peu, non? Oui et non, parce qu'il y a quand même... il y a quand même le fait que l'IA dans mon domaine, c'est quand même assez nouveau. Donc, il y a souvent la confusion aussi entre les anciennes technologies et l'intelligence artificielle. Puis, c'est quand même vraiment important de clairement identifier, OK, vous faites des recherches sur l'intelligence artificielle, mais c'est quoi la claire distinction entre votre sujet puis si vous l'aviez fait sur d'autres technologies? C'est pas toujours très bien compris, donc il faut vraiment appuyer à ce niveau-là. En fait, je pense que l'intelligence artificielle, c'est autant vu positivement que négativement. Donc, oui, parfois, ça peut être très marketing pour des demandes de subventions, mais pas toujours. C'est ce qu'on va voir justement là, dans les prochaines années. Si le financement continue de suivre ce rythme-là en intelligence artificielle, il est accru, disons, dans les 10 dernières années. Il faut voir si ça peut maintenir un rythme aussi effréné. Justine, j'aimerais parler, puisque dans ce podcast, nous parlons des problèmes éthiques et sociétaux, des problèmes qui sont plutôt liés à ton champ d'expertise, ton terrain. Avant toute chose, j'aimerais peut-être que tu nous donnes des exemples, des exemples d'applications, des technologies qui sont utilisées dans ton champ d'expertise. À quoi ça ressemble l'IA appliquée dans ton domaine? À quoi ça ressemble tout ça? Là, je viens tout juste de soumettre mon premier article de thèse que j'ai réalisé justement avec ma directrice Marie-Hélène Gilbert, la professeure Julie Dextra-Gauthier aussi du département de management et un autre professeur en ressources humaines en France, Laurent Giraud. Cette étude, c'était une scoping review, donc c'est vraiment une recension de la littérature de l'application de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines. Donc, je ne peux pas faire une liste pendant notre podcast, ça serait trop long, mais je pourrais vous donner la référence de l'article pour que vous puissiez le lire plus en détail. Mais rapidement comme ça, des exemples concrets. L'article, il est accepté, il est publié? Évaluation. En évaluation. Mais des exemples concrets de l'utilisation de l'IA dans le domaine des ressources humaines, ça peut aller de la reconnaissance de mots particuliers dans les CV. Donc, ça permet d'accélérer le processus de tri des CV qui peut être, qui avec les années est devenu de plus en plus compliqué et de plus en plus long. Comme par exemple, LinkedIn a identifié que pour un poste, il y a environ 250 candidatures. Un conseiller en ressources humaines qui a 10 postes en cours,
ce serait beaucoup trop long pour lui de s'amuser à les... 2500 CV. C'est ça, ça s'empile assez vite parce que c'est devenu beaucoup plus facile de diffuser son CV à plusieurs offres d'emploi en même temps. Donc ça peut être avant, le nombre, fallait que tu te déplaces avec ton petit papier imprimé. Oui, imprimé, puis avant ça, c'était même écrit à la main, donc ça donnait un peu moins envie d'en envoyer 250 en moins d'une heure. C'est vrai, fait que là, on est capable avec le volume, on va en envoyer à tous les employeurs. Exactement, donc ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une grande quantité de données, mais on ne sait pas forcément comment la traiter au mieux. Donc là, l'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement, par exemple, ça a vraiment beaucoup de potentiel pour justement le tri des CV, également la reconnaissance faciale durant les entrevues aussi. Reconnaissance faciale dans les entrevues. Oui, ça pourrait être par exemple, pendant une entrevue, de détecter des émotions sur le visage du candidat. S'il est stressé, si par exemple Gageons qu'il sera stressé. Oui, mais c'est ça. Il y a plusieurs autres émotions qu'on voudrait peut-être tester si on le met dans une situation, par exemple de gestion de crise, comment il réagit, les termes qu'il utilise. Ça peut aller vraiment très loin au niveau de l'utilisation de l'IA dans les ressources humaines, du plus simple, donc vraiment au niveau de l'automatisation intelligente, jusqu'à des choses justement plus... reconnaissance des émotions qui, là, va vraiment très loin. Donc, application dans le tri des CV, donc des outils en intelligence artificielle pour trier un nombre important de CV, des outils en intelligence artificielle pour identifier ou de l'aide à l'entrevue concrètement, lorsqu'on arrive avec plusieurs candidats, identifier visuellement des traits de caractère, sinon des traits de personnalité. Ou d'émotion. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent en tête? Il y en a vraiment beaucoup, comme par exemple... Oui. Et en fait, si j'avais une petite question pour toi, toi, tu as œuvré comme conseillère en ressources humaines pendant un certain temps, oui. Souvent, en intelligence artificielle, il y a des produits qui se créent sans nécessairement répondre à un besoin. Oui, c'est fréquent. Est-ce que toi, il y a des applications, selon ton background, ton expérience, qui te sembleraient soit plus utiles ou moins utiles? C'est certain que moi, ce que je trouve qui serait vraiment très utile, pour avoir fait beaucoup de recherches avec ma directrice qui est spécialisée sur ce type de sujet-là, c'est tout ce qui touche la santé mentale au travail. C'est tous des sujets qui sont parfois difficiles à aborder auprès de son gestionnaire par rapport à comment je vais être perçue, toutes ces choses-là. C'est certain que s'il y avait des outils d'intelligence artificielle qui pouvaient prédire et essayer de réduire ces risques de finalement détresse psychologique au travail, ce serait un réel bel atout finalement. Après, c'est certain que là, on ne peut pas détacher la détresse psychologique au travail de la détresse qu'on vit ensuite quand on rentre chez nous. Il y a quand même un certain lien. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup d'enjeux avec ce type de produit-là. Il y a l'acceptabilité des travailleurs, etc. Mais oui, il y a beaucoup de potentiel quand même en ressources humaines qui, pour le moment, est inexploité. C'est ça, dans votre recension, c'est pas quelque chose sur lequel vous êtes tombé des outils de ce genre-là? Non, parce que la recension, c'est vraiment l'objectif, c'est d'identifier qu'est-ce qui existe pour le moment, mais pas de faire une liste de potentielles startups qui pourraient être créées. Mais en lisant notre article, c'est certain que par déduction, on est capable de voir, OK, pour le moment, en tout cas, au niveau de la recherche scientifique, c'est pas mentionné que telle chose existe. Mais c'est pas une recension des produits existants en ressources humaines. Puis les outils les plus fréquemment utilisés en ce moment, là, en intelligence artificielle? Du moins, ce qui est étudié au niveau scientifique, parce qu'il faut faire la distinction entre les produits qui sont créés. Il y a des startups, là, il y en a des milliers, voire des millions en ce moment, mais qui sont, dont les résultats sont réellement... évalué au niveau scientifique. C'est ça, mesuré. C'est vraiment principalement au niveau du recrutement que c'est utilisé. Dans tout ce qui est les données des travailleurs aussi, tout ce qui concerne la mesure de la performance, il y a de plus en plus, on voit une augmentation vraiment croissante de ce type d'utilisation-là. Donc, c'est ça. Donc, on voit bien c'est à la lumière de juste quelques applications. Je ne vais pas faire non plus une liste exhaustive non plus. Sinon, on pourra aller lire l'histoire, pas l'histoire, mais le texte en question, si on veut. Une liste des exemples d'applications qu'on peut retrouver dans ce domaine-là. Mais j'aimerais quand même prendre le temps de cerner les principales conséquences positives et négatives là, qui découleraient de ces applications-là. J'imagine que vous avez fait un peu le tour. Pourquoi les entreprises
en gros, là, pourquoi les entreprises veulent intégrer l'intelligence artificielle à ce type de tâches-là, qui est le recrutement, l'évaluation des ressources humaines, tout ça? Alors, les entreprises à but lucratif, majoritairement, la raison pour laquelle elles veulent implanter l'intelligence artificielle, c'est devenir de plus en plus productive et augmenter, encore une fois, le niveau de performance. Donc, c'est certain qu'en utilisant l'intelligence artificielle dans les différentes activités des ressources humaines, on est capable finalement de réduire les erreurs, d'augmenter la rapidité de réalisation, comme l'exemple des CV, on est capable de faire en très peu de temps ce qu'un humain ferait en beaucoup plus de temps. Donc on parle de rapidité, d'augmentation de la performance, mais on parle également de coût, parce que malgré tout, on est capable de garder les humains pour les tâches à valeur ajoutée, et toutes les tâches qui finalement leur prennent plus de temps, puis qui finalement les frustrent parfois aussi, les rendent pas forcément satisfaits et engagés au travail, on pourrait justement les dédier plus à des intelligences artificielles. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là que les organisations décident aussi d'aller vers l'IA. Mais ça ressemble, en ce moment, c'est plus des conséquences positives qui sont plutôt liées à la productivité, l'efficacité, l'augmentation des profits. Rapidement, là, oui on voit les critiques qui pourraient... Mais j'imagine qu'il y a d'autres conséquences positives, peut-être plus nobles. Non, mais c'est ça, comme je viens de l'expliquer aussi, c'est que malgré tout, en enlevant finalement toutes ces tâches qui sont plus fastidieuses puis frustrantes, ça permet d'engager davantage aussi ces travailleurs, de leur permettre de réaliser des tâches qui sont plus satisfaisantes, plus épanouissantes. Il n'y a personne qui aime passer toute une journée devant une photocopieuse puis faire 1000 photocopies du même document, par exemple. Non. Ou du moins, présentez-moi cette personne, j'aimerais comprendre. Mais c'est un exemple de tâche qui, par exemple, c'est pas très intéressant. Ça n'a pas une valeur ajoutée pour l'être humain, puis le sens que ça lui donne de son travail. C'est vraiment toute la langue. Ça engendre beaucoup de choses, l'engagement, le bien-être au travail, la satisfaction. Puis à long terme, oui, ça impacte la performance de l'entreprise, mais ça impacte aussi la performance et le bien-être de l'employé. Et ça, c'est quand même aussi une chose qui est mise de l'avant par certaines entreprises, mais... Donc, on les voit, les conséquences positives, l'efficacité de l'entreprise, croissance économique, amélioration de la santé un peu des travailleurs, leur permettre de faire des tâches qui sont plus stimulantes et mettre de côté les tâches qui sont plus aliénantes, qui sont plus sollicitantes, exigeantes, ces tâches-là qu'on peut confier à des ordinateurs, des intelligences artificielles, on peut les nommer comme ça aussi. Est-ce que ta collecte de données... Tout à l'heure, ça ne semblait pas trop clair si tu avais pu commencer ou si vraiment c'était pas du tout commencé. Si, j'ai commencé ma collecte de données dans le domaine de l'aérospatial, puis aussi dans le domaine plus social, mais les résultats ne sont pas encore publiés. Donc pour le moment, je peux juste donner des petites pistes, mais je ne pourrais pas faire un détail sur mes résultats. Et dans l'aérospatial, excuse-moi, oui. Justine, dans l'aérospatial, c'est toujours dans ce même axe-là, c'est-à-dire aller voir le recrutement de personnes. En fait, c'est vraiment ma thèse, elle est réalisée en plusieurs étapes. La première, c'est vraiment, j'ai fait une recension de qu'est-ce qui existe en ressources humaines pour justement un peu mieux comprendre le contexte actuel, c'est poser les bases. Ensuite de ça, je me suis intéressée à un scénario qui est plus au niveau des appréhensions et des craintes des travailleurs. Donc, c'est des personnes qui n'utilisent pas encore l'intelligence artificielle, mais qui sont amenées à le faire. Donc, c'est vraiment plus une préparation au changement qui sera amené à venir dans les quelques mois. Et ensuite, dans le secteur de la santé, je fais une autre recherche qui est vraiment plus auprès de professionnels de la santé qui, eux, utilisent concrètement déjà l'intelligence artificielle et c'est de voir les conséquences que ça a sur leur travail. Okay. Et c'est ce volet-là que pour le moment n'est pas encore fait et qui sera fait au cours de l'automne. Très bien. Avant de passer tout de suite aux conséquences plus négatives qu'on pourrait avoir sur les travailleurs, là, j'imagine qu'il y en aura quelques-unes à identifier. Parmi les conséquences positives, il y avait aussi... c'est ça, l'amélioration de la nature de la tâche qui est effectuée, donc permettre aux travailleurs de se concentrer à des tâches plus humaines, soft skills, relations, aide, soutien, etc. Accroissement de la fiabilité des tâches accomplies, j'imagine aussi. Aider à ce que
le recrutement, on n'est pas parfait non plus. Donc, j'imagine que dans un des objectifs qui n'est peut-être pas annoncé, c'est d'améliorer aussi la performance dans ce sens-là, aller faire un meilleur recrutement, aller faire un recrutement qui est plus ciblé, mieux ciblé, plus précis. Ouais, c'est ça. Au niveau de la performance, il y a toujours la quantité, mais la qualité aussi. Donc, comme je disais, au niveau de la réduction des erreurs qui peuvent être commises. Donc, c'est certain que l'IA est vouée, puis parfois publicisée comme quelque chose justement qui permet de pallier les biais, d'éviter la discrimination, les inéquités, tant au niveau de la race que du genre, que du niveau éducatif, etc. Mais toutefois, il y a quand même certaines études qui ont quand même pu démontrer que malgré tout, ça reste des humains qui créent les intelligences artificielles, puis ça arrive qu'on insère des biais sans même le vouloir. Donc, c'est vraiment pas volontaire que c'est fait. Mais finalement, l'IA va juste reproduire les biais qu'on y a insérés. Donc, ça, c'est un enjeu éthique. Bon, c'est ça. Là on est prêt. On est prêt à sauter dedans. Là. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé dans nos enregistrements de ces biais-là. À quoi ça ressemble concrètement lorsqu'on fait du recrutement? Ouais. Un biais, quand on éduque nos intelligences artificielles, on le fait avec les meilleures intentions possibles, mais comment ça peut déraper tout ça? Est-ce que tu as des exemples? Oui, il y a un exemple concret qui est justement dans l'identification de texte. Finalement, si on utilise un vocabulaire dans la recherche qu'on met dans l'intelligence artificielle qui est teinté qui est plus masculin, c'est plus tourné au masculin, finalement, on va exclure sans même le vouloir toutes les femmes. Comment c'est possible, ça? Parce que si, par exemple, professeur, si je cherche le terme professeur, mais sans E, une professeure féminine qui aurait mis dans son CV qu'elle est professeure E, l'intelligence, elle ne le verra pas. Elle serait exclue donc, automatiquement. Elle n'est pas professeure du tout. Du tout. Elle n'est même pas considérée. Bon, là, je prends un exemple qui est très simple, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ça a quand même été démontré aussi dans la recherche que le vocabulaire utilisé pour présenter ses compétences quand on est une femme et quand on est un homme, c'est pas toujours présenté de la même manière. Okay. Et ça, justement, ça peut faire en sorte que c'est pas uniforme et l'intelligence artificielle fait pas cette distinction de cette nuance-là. Donc, c'est un exemple de biais, par exemple. Puis à la fin, l'intelligence artificielle aura tendance à choisir plus des hommes. Des hommes, parce que ça correspond au vocabulaire qu'on lui a appris. Puis, sans l'intelligence artificielle, est-ce qu'on ne choisit pas aussi plus des hommes que c'est juste, c'est ça l'enjeu. C'est que c'est des humains qui créent les intelligences artificielles. Puis, comme je vous le disais tout à l'heure, parfois on va reproduire ce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on fait en fait habituellement. Sauf que là, l'enjeu, c'est que justement, on veut utiliser des outils pour réduire ces biais-là. Mais pour pouvoir réduire des biais, il faut en avoir conscience, tout d'abord. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une réflexion à avoir au niveau éthique de ces outils-là dans des utilisations. Parce que là, on parle de recrutement. Donc, si on n'est pas recruté, on va tenter vers une autre entreprise. Mais si on parle de cas où, justement, l'IA permet d'identifier un salarié, un employé qui n'est pas performant, puis que ça l'amène au licenciement. Là, les conséquences, elles ne sont pas du tout pareilles. Là, on enlève l'emploi à quelqu'un, ça va avoir des conséquences sur sa vie personnelle, etc. Donc, il y a toute une réflexion éthique vraiment à avoir au niveau de ça. Très intéressant. Si on prend l'exemple que tu donnais un peu plus tôt, l'instauration d'outils d'intelligence artificielle dans le recrutement ou dans les ressources humaines, tout ça, est-ce qu'il y a des conséquences sur les travailleurs en tant que tels? Parce que tu semblais mentionner ça, ne serait-ce que dans le titre de ta thèse, qu'il y aurait des conséquences mesurables sur les travailleurs? Oui, alors ça coûte de l'argent aux entreprises d'investir dans des technologies d'IA, même par exemple dans le recrutement, ça a quand même des coûts. Donc il y a certaines entreprises qui se sont intéressées à savoir, d'accord, ça me coûte tant, mais concrètement, mes potentiels candidats, comment ils le perçoivent? Est-ce que si j'annonce clairement que dans mon processus de recrutement, j'utilise l'intelligence artificielle, est-ce que ça va les faire fuir ou les attirer au contraire? Il y a une étude qui a démontré que finalement, oui, auprès des plus jeunes, le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pouvait faire en sorte que l'organisation paraissait attrayante,
innovantes, puis finalement susciter encore davantage de candidatures. Là, on parle de personnes qui ne sont pas encore au stade d'employés. Mais l'utilisation de l'IA auprès de travailleurs, actuellement, oui, ça peut avoir des conséquences négatives dans le sens où si on ne connaît pas concrètement qu'est-ce que va faire l'IA dans mon organisation, jusqu'où ça va aller, il y a tout un aspect angoissant de ne pas c'est savoir ça. Ce que ça fait. Là. Exactement, il y a toutes des appréhensions, des craintes, des peurs qui sont amenées. Puis on se rend compte que ça s'immisce dans notre environnement, mais on ne nous l'a pas forcément expliqué. Donc l'incompréhension, l'inconnu, là on parle d'intelligence artificielle, mais peu importe quoi, c'est une réaction humaine et normale du cerveau d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc les travailleurs sont pas exclus de ce processus-là, ça reste des êtres humains, donc c'est une réaction tout à fait normale. Mais en même temps, c'est une anxiété qui est justifiée. C'est-à-dire que si les intelligences sont là pour accroître le temps de travail, accroître l'efficacité, ils ne rêvent pas à ça. Là. Les travailleurs, là, c'est vraiment l'intelligence artificielle est là aussi pour accroître leur productivité. Ben, vous savez, si on retourne un peu dans le passé, il y avait des personnes avant que leur travail, c'était d'allumer les lampadaires dans la rue. Oui. Aujourd'hui, on ne s'imaginerait pas du tout qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. Au contraire, on serait vraiment surpris si demain on en voyait un. Et pourtant, bah, oui, son emploi, il a été supprimé. Mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui ont été créés. Donc oui, l'anxiété, elle est normale parce qu'on est dans une phase de transition. Il ne faut pas oublier que toutes les révolutions technologiques jusqu'à présent ont toujours eu une phase de destruction d'emplois, mais aussi de création d'emplois. Et en fait, ce dont quoi on devrait avoir peur, c'est pas le fait que ça détruise ou que ça crée des emplois, parce que ça, on n'y échappera pas, c'est certain. Ce qu'il faut qu'on ait peur, en fait, finalement, c'est notre capacité à s'adapter à ce changement-là. Est-ce qu'on a les outils puis les moyens mis en place pour être en mesure d'y faire face? Est-ce que c'est mesuré un peu sur le terrain, à quoi ça ressemble la résistance des travailleurs à ces technologies-là? Parce qu'on présume qu'ils sont craintifs ou anxieux par rapport à ça, mais est-ce que c'est mesuré sur le terrain, leur niveau de résistance à ces technologies-là? Là? Quand on mentionne le mot IA, là, à quel point il recule de 2 ou 3 pas? Là. Bah, pour le moment, en fait, il n'y a pas d'études qui ont été présentées sur justement le niveau de résistance des travailleurs. Puis c'est ce qui fait, c'est mon principal argument de justification de l'importance de ma thèse. Donc, je pourrais vous en dire des nouvelles dans un an. on te réinvitera dans un an. Pour la suite. Justine, ouais. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour faciliter cette implémentation-là de l'intelligence artificielle pour réduire l'anxiété des travailleurs? Ou... Ben, comme tout changement, c'est certain que le fait d'éduquer les gens, de leur donner de l'information, de la formation, ça les prépare en fait. C'est comme n'importe qui... un chirurgien, s'il n'est pas formé, qu'on l'envoie tout de suite sur le terrain, ou un militaire, ou peu importe quel métier, si on n'est pas préparé, c'est sûr qu'on est forcément anxieux. Déjà, en étant préparé, on a toujours un petit peu d'anxiété tant qu'on ne l'a pas fait la première fois. Mais alors, sans préparation, c'est vraiment très, très anxiogène. Il n'y a pas quelque chose de plus difficile lorsqu'on arrive pour éduquer. Il y a quelque chose de propre peut-être aux algorithmes. Il y a une sorte d'étanchéité des algorithmes qui ne révèlent pas exactement comment ils fonctionnent puis exactement c'est quoi les paramètres. Donc, il y a une sorte de secret qu'aime bien garder l'algorithme, qu'on aimerait débusquer. Donc, pour éduquer, leur dire ce que fait l'algorithme alors qu'on a de la difficulté à savoir exactement ce qu'il fait, ça peut peut-être contribuer à cette... Après, ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est qu'il y a différents niveaux d'employés dans une organisation, puis ça va dépendre de quel niveau d'employés on parle. Très honnêtement, je ne sais pas du tout concrètement au niveau technique comment fonctionnent tous les ordinateurs, tous les outils technologique que j'utilise, rien que mon smartphone par exemple, et pourtant je suis totalement capable de l'accepter dans ma vie, puis totalement capable de l'utiliser au quotidien. Donc je pense que selon le niveau des employés, on n'est pas obligé d'aller dans l'approfondissement puis l'explication technique l'algorithme fonctionne comme ça, et puis le niveau total de transparence, parce que finalement ça serait noyer la personne dans des informations qui lui sont pas forcément utiles. Par contre, je pense que là, ça, c'est plus le rôle des dirigeants de comprendre que quand... C'est ça, pour les décideurs de comprendre, OK, je mets en place un outil, mais c'est quoi ses limites, jusqu'où ça va? Parce que là, après, il y a toutes les questions de responsabilité. C'est bien de mettre un outil en place, mais
les conséquences négatives, il va falloir en être responsable. C'est ça, je pense, le défi, parce que, bon, si l'outil en question nous aide à embaucher une personne, ben, qui en sera responsable de cette embauche? Puis si l'outil, en plus, nous dit que cette personne-là, on doit la congédier, C'est ça. ben là, Ça, faut c'est être capable de rentrer dans l'algorithme pour voir c'est quoi les paramètres qui font en sorte qu'on me fait cette recommandation-là. Parce qu'éventuellement, le décideur, il devra l'assumer, pas juste se faire le relais de cette prescription-là. Si on prend le processus actuel de recrutement, c'est pas forcément toujours très bien justifié non plus la méthode par laquelle on a décidé tel ou tel candidat. Donc, il faut quand même se rappeler que le problème, il est déjà existant avant même l'intelligence artificielle. C'est juste que là, on va à un niveau supérieur. Donc, ça le met peut-être davantage en évidence. Oui, c'est ça, je pense. Mais les organisations, pour le moment, décident quand même toutes majoritairement de garder la main sur la prise de décision finale. L'IA, ça reste un outil d'aide à la décision, mais ne prend pas la décision finale pour le moment. C'est ça, est-ce que l'outil d'aide à la décision, à quel point on peut s'écarter de la recommandation de ce qu'un algorithme qu'on présume plus neutre, plus objectif nous fait? Puis je pense que c'est possible de le faire, mais est-ce que comment on articule le fait de s'écarter de la prise de décision? Je pense que la valeur ajoutée principale de nous, les êtres humains, c'est notre capacité de réflexion. Puis justement, le fait de faire le choix de s'écarter de la recommandation de l'intelligence artificielle basée sur un fait important, comme par exemple si on se rendait compte que dans les 3 suggestions que l'IA me fait pour le recrutement en question, la diversité n'est pas suffisante et moi je cherche vraiment en tant qu'organisation à avoir une équipe multidisciplinaire et diversifiée. Là, je pourrais faire, moi en tant qu'être humain, prendre une décision qui est basée sur une réflexion puis un jugement humain. Et ça se justifie très bien si finalement l'IA a été montée d'une manière qui finalement dans la situation où je l'utilise n'est pas forcément adaptée à 100%. Très bien. C'est intéressant ce que tu nous racontes, Justine. Puis surtout, en fait, là où j'ai hésité tout à l'heure, c'est ça. C'est comme si ces IA-là nous aidaient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas inventé les biais, les problèmes qu'on a identifiés. C'est pas né avec les IA. Là. Ces problèmes-là existaient. Puis peut-être que justement, ces IA-là nous obligent à repenser à ces biais-là, à identifier peut-être plus clairement quels sont nos biais. Hein? Je pense que tu l'as mentionné un peu plus tôt, d'abord identifier les biais, puis après les corriger. Mais si on ne peut pas les identifier, ça sera dur de les corriger. Mais justement, comment on peut... Est-ce que c'est possible, une fois qu'on sait qu'il y a un biais, de corriger ce biais-là? Oui, Est-ce qu'on pourrait pas penser à un outil qui, une fois qu'on sait qu'il y a un biais défavorable à l'embauche des femmes, un biais de, je ne sais pas moi, 0,034 %, ben, on pourrait dire, on va ajuster ce biais-là, puis on va l'augmenter de 0,04 % parce que de toute façon, il y a un biais, puis on pourrait ajuster de cette façon-là. Ça se pense-tu comme ça? Oui, si, c'est quelque chose qui est faisable. Et justement, c'est pour ça que c'est important d'abord tester un outil avant de l'implanter de manière générale. Il y a Google, il y a LinkedIn, toutes ces entreprises-là qui finalement ont fait des phases de test, se sont rendus compte que ça favorisait davantage les hommes ou que ça favorisait des écarts, qu'il y avait des propositions de salaire beaucoup plus élevées, par exemple pour les hommes que pour les femmes. Et oui, justement, comme je le disais, quand on prend conscience de ces biais-là, on est capable de retourner à la programmation de notre algorithme puis de voir qu'est-ce qui faisait qu'on était amené à ça. En fait, ça permet justement de, comme tu le disais, c'est finalement pas des choses qui sont créées par l'IA, c'est juste que l'IA, avec toutes les données qui sont utilisées, ça permet de mettre clairement en évidence nos biais, vraiment à différents niveaux, et de nous faire réfléchir, nous les humains, sur justement, jusqu'à présent, on se rendait peut-être pas compte de ce qu'on faisait. Parfois, je pense que c'est quand même très, très, très conscient. C'est quasiment de la négligence. Non, c'est ça. Mais
on va quand même laisser le fait qu'on est des humains puis que l'erreur est humaine, justement, comme on dit. Mais là, justement, une fois qu'on a conscience puis que c'est mis en évidence, on peut plus le nier, en fait. Donc, on n'a plus d'excuses de plus travailler là-dessus. Donc, moi, je suis vraiment de l'opinion que l'IA va permettre de nous faire réfléchir et agir à ce niveau-là pour vraiment avoir une société qui est un peu meilleure à ces différents niveaux-là. C'est vrai, ces IA-là nous renvoient une espèce d'image de ce que nous sommes. Là. Donc, Exact. ils n'inventent pas cette image-là. Puis même si on n'aime pas l'image qu'on voit, elle est là quand même. Donc, peut-être qu'on peut les utiliser justement pour améliorer ces processus-là, se servir de ces outils-là pour améliorer, lutter contre ces biais-là, puis ces injustices-là à la fin. Exactement. OK. Question peut-être plus difficile. Qu'est-ce qui peut montrer à ces intelligences-là à faire mieux que nous? Qui décideront qui devrait contrôler ces intelligences artificielles-là? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre en place des processus, des comités qui permettent de justement... est-ce qu'on donne la responsabilité à ceux et celles qui programment ces intelligences artificielles-là, ou est-ce qu'on ne met pas en place des entités qui pourraient surveiller ces intelligences artificielles-là? Comment on s'y prend? Justement, ça fait partie des emplois qui sont créés par l'intelligence artificielle puis qui n'existaient pas forcément jusqu'à présent. Pour le moment, il n'y a pas d'éthicien dans le département des ressources humaines pour vérifier que les biais, justement, la discrimination, toutes ces choses-là sont évitées pendant les processus de recrutement. Ce n'est pas quelque chose qui existe. C'était au bon vouloir du recruteur, bien souvent. Et il faut aussi noter que les recruteurs ne sont pas forcément formés pour ces choses-là. Donc, les études ne sont pas forcément très longues dans le recrutement. Donc, encore une fois, ça souligne le point que c'est humain puis ce n'est pas forcément fait exprès. Donc, oui, moi, je pense qu'il va y avoir des emplois qui vont être créés à ce niveau-là. Au sein des entreprises? Au sein des entreprises qui seront plus innovantes et responsables, mais je pense que c'est pas juste la responsabilité des organisations. Je pense que le gouvernement a quand même à agir là-dessus. Après, ça peut être même plus large que ça. L'ONU travaille sur ça, la Commission européenne travaille sur ces sujets-là. Ils regroupent actuellement, en ce moment, en 2020, plusieurs experts de différents pays pour réfléchir à justement comment... Donc, la réponse, moi, aujourd'hui, je ne l'ai pas. Je ne suis que Justine Dimas, je n'ai pas la science infuse sur tous les sujets, mais je sais que c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et de mon point de vue, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait plus au niveau global et pas juste national, parce que ça touche vraiment toutes nos sociétés. Mais malgré tout, selon les gouvernements, on peut se rendre compte que, par exemple, en Chine, les prises de décision sont complètement différentes de ce que nous, on connaît. Donc, je pense qu'il faut avoir une réflexion globale, mais après, ça sera la responsabilité, malgré tout, nationale de pouvoir influencer les organisations, et la responsabilité est partagée, en fait. Parce que c'est aussi aux travailleurs s'ils se rendent compte qu'il y a un souci à ce niveau-là, qu'ils se rendent compte que c'est discriminant pour eux, il faut aussi le nommer. Parce que si personne ne nomme les injustices, on va juste continuer à les vivre et à les subir, en fait. Donc, je pense qu'on ne peut pas juste nommer une personne responsable de ça. C'est vraiment une responsabilité qui est partagée, selon moi. Évidemment. Puis, il faudra faire, j'imagine, des lois, des règles, des normes qui balisent ça, oui. Pas seulement attendre que les travailleurs crient à l'injustice, mais essayer de prévoir les injustices possibles, puis déjà commencer à travailler sur des lois, des normes qui permettraient de baliser mieux. Mais encore une fois, quand on ne le vit pas, parfois on ne s'en rend pas compte. Donc oui, il faut qu'il y ait des réflexions un peu plus à haut niveau, des organisations, des pays, etc. Mais ça se peut très bien qu'il y ait des lois mises en place. En fait, comme pour tous les autres problèmes au niveau du droit du travail, d'une organisation à l'autre, on est censé réaliser les mêmes choses au niveau des lois. Et pourtant, on constate que dans certains secteurs d'activité, il y a des problèmes en particulier. Il y a des réalités différentes. Parce que l'utilisation de l'IA dans le secteur de la santé, ça n'a pas les mêmes enjeux que dans le secteur manufacturier, par exemple.
Donc, il y a quand même des spécificités auxquelles on ne pense pas forcément, qui apparaissent aussi au fur et à mesure du temps. Puis c'est pour ça que moi, je pense qu'il y a quand même une responsabilité partagée et de pouvoir regrouper des personnes de différents niveaux, positions, ça permet justement d'avoir cette réflexion-là globale. Intéressant. Puis il faut voir le droit du travail, mais tu as bien raison de le mentionner. Le droit du travail, il est existant. Ce n'est pas parce que tout à coup, on se met à rentrer des intelligences artificielles que le droit du travail va tomber. Là. Il y a des lois existantes déjà en place pour baliser, que ce soit une intelligence artificielle ou un employeur qui est de mauvaise foi. S'il y a des injustices créées, il y a déjà des balises importantes existantes. Je pense que la principale distinction qui va se faire là, puis qui va être très importante, puis là, je pense que Eve a beaucoup plus de connaissances que moi à ce niveau-là, mais c'est vraiment plus au niveau de la responsabilité. Parce que si on commence à déléguer toute la responsabilité auprès des intelligences artificielles, puis dire, moi, je suis employeur, j'utilise cette technologie-là qui a été développée par telle start-up, c'est pas de ma faute, moi, je le savais pas que c'était fait comme ça. Ouais. Il va y avoir des problèmes à ce niveau-là de prouver qui est le responsable. Est-ce que c'est celui qui l'utilise, celui qui le crée? En tout cas, ça, c'est tout un autre champ de discussion au niveau de la responsabilité qui va avoir un impact sur le droit du travail, c'est certain. C'est vrai. Puis en même temps, c'est pas un enjeu qui est nouveau aux IA. C'est-à-dire trouver, quand tu utilises un téléphone cellulaire, tu n'as pas besoin d'être un expert en ingénierie à propos de ton téléphone cellulaire. C'est pas nécessairement l'utilisateur qui serait responsable. Au début, il y a quelqu'un qui a pensé à cet outil-là, qui l'a conçu, puis lui aussi peut être imputable de certaines actions posées par ça. Tout à fait. Dernier thème que je voulais aborder avec toi, Justine, c'était, on va l'appeler ça, la différence entre le rêve et la réalité. Là. C'est-à-dire que plus on fait des entrevues avec des intervenants, plus on voit qu'il y a quand même une distance importante, je dirais, là, entre les promesses qu'on associe à l'intelligence artificielle puis la réalité. Hein, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Concrètement, quelle sorte d'amélioration mesurable on est capable de faire? Puis on compare ça avec les ambitions annoncées. Des fois, ça peut être un peu impressionnant, je dirais. Qu'est-ce que tu penses de ces promesses-là? Est-ce que tu vois, toi, une différence entre les promesses, la réalité? Qu'est-ce que tu vois sur le terrain entre... à quoi ça ressemble, cette différence-là? Non, je vois clairement une distinction entre ceux qui vendent des produits d'IA, qui finalement présentent l'intelligence artificielle vraiment comme quelque chose de magique et d'unique et parfait. C'est pas du tout le cas. Selon moi. Si c'était aussi parfait que ça ferait déjà bien longtemps qu'on l'aurait utilisé, puis dans tous les domaines, puis on ne serait pas en train de parler de biais, puis de problèmes éthiques qui sont causés par l'intelligence artificielle. Donc, il y a un écart entre les personnes qui les vendent, puis c'est bien normal qu'ils veuillent le présenter sous le bon jour, mais il y a aussi un écart avec la capacité des organisations à implanter l'intelligence artificielle. Il y en a beaucoup qui veulent faire comme leurs concurrents, puis essayer de ne pas être en retard. Puis il faut quand même se rappeler que pour avoir de l'intelligence artificielle, il faut déjà avoir des données pour commencer. Puis au niveau des structures informatiques... belles données, pas juste des données brutes dans un fichier Excel. Là. Exact. Puis déjà, rien que des données dans un fichier Excel de bonne qualité, c'est pas toutes les organisations qui l'ont. Ouais. Donc, puis... Là, on parle au niveau organisation, mais après, il faut que ça se parle entre départements. C'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Il ne suffit pas juste de payer une intelligence artificielle, puis boum, ça va totalement changer mon organisation, puis je vais être le numéro 1 de mon secteur d'activité. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça paraît. Donc, je pense que oui, il y a un réel écart entre ce qui est vendu, ce qui est présenté, et ce qui se fait réellement, et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. C'est certain que des organisations comme Google, qui sont... dans le domaine de la data, c'est certain que pour eux, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils sont déjà en avance au niveau informatique. Ben oui. Donc forcément, la transition, elle se fait assez naturellement. C'est même logique pour eux de continuer dans ce sens-là. Mais quand on pense à le secteur de la santé, par exemple, ou juste la communication... C'est ça, la communication entre deux établissements de la santé, parfois, c'est très compliqué. Puis on le voit juste dans des fusions-acquisitions ou des choses comme ça. C'est très compliqué. Donc, aller vers de l'intelligence artificielle, c'est comme si
on passait de justement de la lampe à huile à demain l'intelligence artificielle. C'est pas possible. Il y a quand même une phase de transition. Puis je pense que ça, faut en avoir conscience. Donc, cette bulle-là, c'est surtout ceux qui vendent l'intelligence artificielle, ceux qui aimeraient acheter puis qui n'ont pas les infrastructures pour accueillir ces intelligences artificielles. En recherche, est-ce qu'on n'a pas aussi tendance un peu à gonfler un peu Mais il y a quand même je pense que je ne parle pas pour les recherches qui sont dans le domaine social, parce que là, l'intérêt n'est pas au niveau de l'IA puis sa performance, mais c'est vraiment plus au niveau de son impact sur la société. Donc là, les intérêts sont différents. Mais dans toutes les recherches qui sont plus au niveau technique, dans la santé, etc., on voit que les subventions explosent. Donc forcément, quand on va demander une demande de subvention, on va pas tabler sur le fait que c'est très négatif puis que ça sert à rien, parce que justement, on enlève tous les arguments justifiant la nécessité de la recherche. Donc, de manière réaliste, oui, je pense aussi qu'en recherche, il y a une grosse bulle. Puis au Canada, de manière générale, il y a énormément de recherche au niveau technique, puis c'est très bien. Puis je pense que le Canada a une grosse avance là-dessus. Mais s'il y a autant de subventions de plus en plus qui sont axées sur la création de produits concrets réels, vous pourriez parler avec Ivado, par exemple, c'est quand même un enjeu qui est mis de l'avant. Donc oui, il y a beaucoup de recherche, mais la mise en production puis l'utilisation concrète, c'est en cours de développement. Ça ne suit pas forcément les avancées technologiques, en fait. Ce serait quoi les conséquences s'il y avait, si la bulle est trop grande, s'il y a un trop grand écart entre... Je ne veux pas non plus te piéger. Là. Je réfléchis à voix haute aussi. Là, c'est quoi les risques qu'on prend socialement à créer une distance entre les attentes puis les... Le développement de la technologie, c'est très intéressant. Pour les gens qui sont dans la création, l'invention, c'est très, très, très stimulant. Mais il ne faudrait pas oublier à quoi ça sert derrière. De créer le plus bel ordinateur du monde, mais qui ne serve à personne, personne n'en veut, en fait, finalement, parce qu'on prend quand même la recherche, c'est quand même de l'argent public qui est mise à disposition justement pour avancer ces recherches-là. Mais si finalement ça ne dessert finalement pas la société, quel est l'intérêt? Là, c'est une autre question. Puis ça dépasse même l'intelligence artificielle. Là, ça va dans tous les sujets. Mais dans le cadre de l'intelligence artificielle, c'est certain que je pense qu'il faut de plus en plus réfléchir à cette recherche. Qu'est-ce qu'elle apporte concrètement et comment ça va pouvoir être utile à la société à moyen court terme et plus juste à long terme. Ouais. Et on le voit dans les subventions que ça commence à être des questions concrètes. Oui. Non, c'est vrai. Il ne faudrait surtout pas que la société perde confiance en la recherche, en la science. Surtout en ce moment, je dirais, faudrait surtout pas. C'est ce qui nous reste, là. C'est notre dernier rempart, là. Non, c'est certain. Si on perd confiance en la science, les institutions, la recherche, si les ambitions annoncées ne sont pas au rendez-vous, puis tout à coup, on se met à douter, y compris de ça. Non, c'est certain. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être plus aller vers des objectifs réalistes, des petites réussites, plusieurs petits pas réussis, plutôt que de vouloir inventer une intelligence artificielle qui est totalement comparable à un être humain. Non, pour le moment, c'est juste capable de simuler des petites parties de notre intelligence, mais qui sont très utiles. Donc, être plus humble là-dessus. Tu allais ajouter quelque chose, hein? Oui, en tout début de discussion, tu disais que tu arrivais dans le domaine de la recherche avec un optimisme quand même assumé envers la technologie. Oh oui, vraiment. Puis, est-ce que là, on voit qu'il y a peut-être une position plus mitoyenne? Est-ce que tu as encore le même enthousiasme, plus critique, moins critique? En fait, comme toute innovation, moi, je pense que ça a ses bénéfices, l'intelligence artificielle. Je suis très optimiste dans le potentiel de l'intelligence artificielle. Ce qui m'inquiète plus, c'est les personnes qui vont l'utiliser. C'est plus ça, là, ma crainte. Et je pense que ça fait partie aussi de justement notre rôle en tant qu'être humain, d'avoir une réflexion critique sur l'utilisation qu'on fait. Il y a certaines utilisations de l'intelligence artificielle que je ne voudrais pas qu'ils soient reproduites dans la société dans laquelle je vis. Oui, comment on va utiliser qui va utiliser ces outils-là? Comment à les quel outils seront... quel objectif et comment? C'est toutes des questions à quelle fin? Oui, c'est vrai. Puis ça, à ce titre-là, l'intelligence artificielle n'a pas inventé ces questions-là, questions profondes. Justine, qu'est-ce qui t'attend maintenant? Qu'est-ce qui t'attend?
Tu es rendu là dans ta thèse, dans ta réflexion. À quoi ça ressemble le futur pour toi, court, moyen Ça terme? ressemble à continuer ma collecte de données, terminer de rédiger ma thèse et la soutenir si tout se passe bien dans moins d'1 an. Ça ressemble à ça. Dans moins d'1 an, Justine. On pourra s'en reparler. Pas plus, pas moins, moins d'1 an. Oh, moi, je dirais pas non. Hein. Ça a été dit ici. C'est public. Ben, c'est tout. Justine, faut maintenant s'arrêter. On aurait pu, je te l'avais dit, là, on aurait pu discuter des heures. On en avait des questions. Tu m'as vu en sauter quelques-unes. On n'a pas le choix. Merci d'être passé en studio, ici même à l'Université Laval, à distanciation, évidemment. Merci d'être passé dans le studio d'IA Café. Merci Ève aussi de m'avoir accompagné aujourd'hui. C'était le fun de le faire avec toi aujourd'hui. C'était donc Jean-François Sénéchal en compagnie d'Ève Gaumont et de notre invitée Justine Diman. Merci encore, Justine. Merci. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, encore une fois, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.